Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui dans Rétrovision, nous allons parler faïencerie de Sarreguemines. Mais avant d'en apprendre plus sur cet art, regardez l'actualité sur notre territoire. Ce vieux poste de distribution d'électricité en plein cœur de Sourtes va disparaître. Au total, 7 seront remplacés par ces nouveaux postes. La société Enedis et l'entreprise WETP sont en train de mettre en souterrain 6 km de câbles haute tension. Ils remplaceront la ligne aérienne qui passe par les hauteurs de Sourtes. C'est un changement majeur pour la commune. C'est vraiment une très belle opportunité parce que ce chantier, ce projet, ça permet déjà une mise en sécurité du réseau et évidemment une meilleure qualité de service. L'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir réalimenter 98% des clients en moins de 48 heures en cas d'incident climatique majeur. Nous sommes dans une zone boisée, très boisée, avec des incidents climatiques réguliers. Les équipes sont dans la phase finale de pose des câbles haute tension et de raccordement des nouveaux postes de distribution. C'est WETP qui se charge de cette mission. Cette phase-là, on a à peu près encore pour 1 mois et demi de travaux. Ensuite, il y aura toute une partie de remise d'ouvrage qui sera faite à Enedis. Et après, suivant les services d'Enedis, il y a une planification qui va être mise en place pour les mises sous tension. Une alimentation prévue pour la fin d'année. Ce chantier est aussi l'occasion de poser la fibre optique pour le réseau Tubéo sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Bitche. L'annexe du Speckbronn pourra en profiter. Au total, 28 foyers recevront le très haut débit. Nous menons actuellement avec Enedis un chantier d'enfouissement de fibre optique. C'est très important, c'est une priorité pour les élus pour éviter toute fracture sur son territoire. D'autres opérations comme celle-ci sont en cours dans le Pays de Bitche, notamment à Lemberg. Pour le moment, 40% des lignes à haute tension ont été enfouies dans le secteur. Le conseil municipal de Bitche a fait sa rentrée hier soir, 13 points à l'ordre du jour et notamment 1 point à passer en urgence, l'attribution du marché de la restauration pour la maison de l'enfant pour la période 2021-2023. Le précédent marché arrivant à terme le 31 août. Le prestataire ne change pas, le marché est attribué à la société Cuisine Centrale du Pays de Bitche, seule candidate à l'appel d'offres. Parmi les autres points à souligner, le conseil municipal a voté une subvention exceptionnelle de 1 800 € pour la Chale du Pays de Bitche, rappelant le travail important fourni par l'association dans la valorisation du patrimoine et de l'histoire de la ville. La Chale fête également à l'automne ses 60 ans d'existence. Il va aussi y avoir du changement dans les effectifs de la municipalité. La ville cherche actuellement un remplaçant au poste de directeur général des services et ouvre plusieurs postes d'adjoints techniques territoriaux dans l'optique de créer un pôle propreté. La commune de Bitche et la communauté de communes du Pays de Bitche souhaitent, en partenariat avec Matec, réaliser une étude sur la sécurisation des circulations aux abords des lycées et collèges de Bitche. Le projet avait déjà fait l'objet d'une étude, mais cette fois, celle-ci est étendue à la rue de Sarreguemines. Autre point voté au Conseil, la convention avec l'AMEM pour le marché paysan de la transhumance qui se tiendra le 3 octobre prochain au Jardin pour la Paix. Une autre convention sera signée avec l'amicale des sapeurs-pompiers pour le nettoyage des murs de la citadelle, une opération de dévégétalisation qui s'opérera avant la fin de l'année. L'amicale des sapeurs-pompiers prendra en charge une partie de ces travaux au titre de collaborateur exceptionnel du service public. Durant 3 jours de séminaire, une quarantaine de jeunes sapeurs-pompiers et sapeurs-pompiers volontaires de tout le département ont élu domicile à l'unité opérationnelle de Bitche. Ils ont participé à plusieurs activités, de l'acrobranche, la visite de la citadelle de Bitche, ou encore une rencontre avec le 16e BCP. Les militaires leur ont présenté leur matériel et ils ont pu apprendre les fondamentaux du tir au centre de simulation du CITAL. C'est le comité départemental de la jeunesse, des services d'incendie et de secours, créé par le SDIS, qui organise ces événements. Le but est d'avoir un regard critique et d'échanger sur la politique de la jeunesse menée par le SDIS et de susciter des vocations dans les métiers de la sécurité. Les couloirs sont encore vides, mais dans certaines salles, il y a de l'agitation.
Une semaine avant le retour de leurs camarades, 35 élèves se sont inscrits au dispositif Vacances apprenantes au lycée Henri Nominé. Il a été lancé par le ministère de l'Éducation nationale après le confinement en 2020 et proposé à nouveau pour ces vacances d'été. Depuis lundi, des futurs élèves de seconde et des futurs élèves de première sont présents tous les matins dans leur établissement pour renforcer leurs compétences scolaires. Pour les encadrer, des professeurs volontaires. Ce groupe peut compter sur l'aide de Sophie Kiffer, enseignante spécialisée au collège Jean Jaurès. Elle travaille aujourd'hui avec eux sur des exercices de mathématiques. Si tu rajoutes la TVA à ton prix hors taxe. Donc, c'est quoi l'opération pour rajouter? Pour remettre les gamins de nouveau un peu en route, reprendre un peu une attitude scolaire et de retrouver des amis, ça aussi, et de revoir des points importants et un peu de méthodologie aussi. Un semblant de rentrée des classes tout en douceur. L'ambiance est conviviale, les élèves travaillent en groupe et peuvent à tout moment solliciter l'enseignante pour avoir des conseils. Ce dispositif a été proposé aux élèves qui ont pu rencontrer des difficultés durant l'année écoulée. Ça va, c'est plutôt bien, enfin, surtout quand on connaît des gens. Enfin, c'est plus cool d'apprendre avec des gens qu'on connaît. Ça peut aider pour la reprise à la rentrée, voir les bases de maths ou de français. Après les révisions, l'après-midi est consacré à des activités sportives et culturelles. Vous partez en vacances, mais vous êtes inquiet de laisser votre logement sans surveillance. Une solution s'offre à vous et en plus elle est gratuite, l'opération Tranquillité Vacances. Dans le pays de Beach, le service est assuré par la gendarmerie nationale. De manière aléatoire, les militaires se rendent au domicile des personnes qui en ont fait la demande. Une fois sur place, ils s'assurent que tout va bien, qu'il n'y a pas de traces d'effraction. On va vérifier donc tout ce qui est ouvrant, donc les portes, les fenêtres, donc les volets si ça n'a pas été forcé. En cas de mauvaise découverte, les vacanciers ou leurs proches sont contactés. Ce dispositif de prévention n'est pas pris à la légère. C'est ni secondaire ni prioritaire, donc ça fait partie de nos tâches donc dans le cadre des préventions de proximité. Pour bénéficier du dispositif Tranquillité Vacances, il suffit de remplir un formulaire. Le service est gratuit et est disponible toute l'année. Il est davantage utilisé en été, mais cette année, les chiffres sont plus bas que d'habitude. Là, actuellement, on a une quinzaine de demandes qui ont été faites. Donc après, au vu du contexte sanitaire, c'est vrai que ce n'est pas une année représentative par rapport à une année normale. D'habitude en été, une trentaine de personnes fait appel à ce service dans le pays de Beach. Pour épauler les agents, une application recense les lieux à visiter. La vérification peut se faire à toute heure et à fréquence variable. Le service est mis en place depuis des années et aucune trace d'effraction n'a été observée dans les logements qui bénéficient de cette surveillance. Néanmoins, les agents rappellent que ce service n'est pas une garantie infaillible. En matière de cambriolage, le risque zéro n'existe pas. C'est un spectacle particulier dans la maison de Marie-Claire. Sensible à la culture et grâce au bouche à oreille, cette dernière a mis son jardin à disposition du trio vocal Les Michli Buddish pour leur permettre de se produire devant une quarantaine de personnes. Il vous prend et ne vous lâche plus. Je suis swing. Que le soutien à la culture est important, que quoi qu'on en dise, quoi qu'on ait pu en dire, que ce ne soit pas un bien essentiel. Moi je pense qu'effectivement c'est un bien essentiel. On a besoin de l'art. Parce que c'est vraiment ce qui nous donne de l'inspiration, du réconfort, de l'espoir. Et c'est vraiment des choses d'autant plus importantes aujourd'hui à partager. Ce trio composé de 3 chanteuses passe en revue un répertoire des années 10 à 50. Mélange de chansons mises en scène et adaptées à 3 voix au lieu d'une, ce spectacle a fait de son originalité artistique son leitmotiv. Le tout en le rendant accessible à tout public, même les enfants. On a réarrangé chaque chanson dans une esthétique assez facile d'écoute, j'ai envie de dire. Ça reste très accessible et tout public. On a souvent des enfants qui assistent à ce concert. Il n'y a pas d'histoire en fait. Il y a un fil conducteur, mais qui se fait
dans le répertoire qu'on a choisi et puis dans la mise en scène justement. C'est pas une pièce de théâtre quoi, c'est un spectacle, c'est pas un concert, dans le sens où c'est pas que de la musique qui s'enchaîne, mais ce sont les chansons qui sont mises en scène en fait. Il n'y a pas de texte parlé par exemple, et avec notre metteur en scène, donc on a vraiment mis en scène les chansons, donc il y a des choses chorégraphiées, on peut dire, dansées, des choses qui sont plus du mime, selon les chansons, selon les moments du spectacle. Tout est en français sauf une chanson, qui est donc une chanson américaine des années 40, mais sinon c'est en français. Il y a par exemple une chanson de Charles Trenet, il y a une chanson des frères Jacques, une chanson d'une chanteuse qui s'appelait Yvette Gilbert, ça c'est les années 10-20. Il y a une chanson de Mireille. En fait, la majorité des chansons, c'est vraiment entre le début du 20e et les années 50, quoi, en majeure partie. Il y a aussi une chanson de la Renaissance qu'on a retravaillée. Le public est au rendez-vous ce soir. L'entrée est à prix libre entre 8 et 15 €. Les spectateurs sont essentiellement des voisins. Séduits par le spectacle, ils sont aussi touchés par la situation que traverse le monde de la culture et certains sont même tentés de reproduire l'événement dans leur jardin. Et moi, j'étais très agréablement surpris par ces 3 jeunes filles qui ont uni leur belle voix pour faire un beau spectacle avec des textes aussi très intéressants. Et d'ailleurs, je me demande où ils les ont trouvés. Et la mise en scène aussi était très originale. Et j'espère qu'ils vont développer ça pour faire un spectacle encore plus long, nous en donner encore plus. Je réfléchis à la formule que je trouve vraiment sympathique, à la fois évidemment pour soutenir les artistes, qui en ce moment n'ont pas beaucoup d'occasions de se présenter et de présenter leur travail au public. Et puis, bien entendu, il y a tout l'aspect convivial que je trouve formidable. C'est intéressant de découvrir aussi que les artistes ont des ressources et qu'ils savent proposer aussi autre chose que simplement un spectacle sur une scène. C'est merveilleux de présenter les choses dans les jardins. D'ailleurs, nous, Our Ladies Culture et Fantaisie, c'est ce qu'on fait parfois, des expositions dans les jardins, avec la musique aussi. Mais là, ce spectacle-là est vraiment très étonnant. Préparé depuis 2019 et interrompu en raison de la crise sanitaire, ce spectacle aura été l'occasion pour les artistes, dont une originaire de Spicherun, de pouvoir se produire. Actuellement, ce trio a 2 dates dans des lieux publics et 8 autres dates chez des particuliers. Et si c'était cela la culture de demain ? Est-ce que le soleil va être de la partie demain ? Réponse tout de suite avec la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain encore le ciel sera variable. Les nuages pourront apporter de temps en temps quelques averses. Les éclaircies ne suffiront pas à remonter les températures qui plafonnent à 20 degrés au maximum de la journée. Demain nous fêtons les Augustins et il fera jour de 6h42 à 20h22. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien, qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre. Pendant des générations, les faïenceries de Sarreguemines ont été le moteur du développement de la ville. Il y a 20 ans, il ne restait pas grand-chose de la prestigieuse industrie en déclin depuis la fin des années 70, mais les faïenceries existaient toujours. Rétrovision vous retrace la fin de ce savoir-faire emblématique de la ville de Sarreguemines. Et moi, je vous souhaite un bon week-end et à lundi. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Fleuron historique de l'industrie sarregueminoise, les faïenceries étaient le cœur battant de la ville. Mais depuis la fin des années 70, c'est le déclin. La fabrication de vaisselle est abandonnée.
Sarreguemines, sous la direction du groupe Lunéville, Badonville et Saint-Clément, ne produit plus que du carrelage. En 2002, c'est le début de la fin des faïenceries. L'un des symboles de la ville de Sarreguemines était en danger. La société Sarreguemines Bâtiment, filiale de FSDV, faïencerie de Sarreguemines, Digoin-Vitry, était en redressement judiciaire depuis le 8 janvier dernier. Près de 130 salariés, dont 10 intérimaires, étaient concernés par un plan social. Tout le personnel était très inquiet. C'était très dur. Très dur pour moi qui travaille depuis 38 ans dans cette entreprise, d'être dans une situation comme ça. J'y croyais toujours parce qu'on a les moyens de quoi faire. J'y croyais depuis le début. Mardi, la sentence est tombée. 118 salariés respirent. La société céramique de Sarreguemines est l'heureux repreneur. Particularité, ce sont 19 salariés qui se sont regroupés pour sauver leur outil de travail sans suppression de poste à Sarreguemines. Un outil qu'ils pensent performant et tout à fait taillé pour affronter la concurrence. Et on a gardé avec plusieurs personnes parce que je ne voulais pas être tout seul à faire voir que ces comptes ça passait. Et j'ai eu les avis des autres personnes, même de certains de la Sarreguemines Bâtiment, comme M. Candelier, qui connaissait bien les comptes de Sarreguemines Bâtiment. Et de là, on a suivi ces plans-là. Les atouts, déjà, on est au centre d'Europe, on peut livrer n'importe où, on est dans bon centre. On a un gros atout, c'est les matières premières sont près de nous, près de chez nous pratiquement. On est à environ 80 km, 5 km, qui c'est pratiquement rien. Par rapport à notre concurrence, qui est en moyenne de 1000 km. Alors là, ça nous change beaucoup les coûts de la masse. C'est très important parce que la masse, ça compte environ 15% des dépenses qu'on a nous ici. Le conseil régional ainsi que la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence sont intervenus dans ce dossier. La région a apporté une subvention de 180 000 €. La communauté d'agglomération a apporté une caution de 300 000 €. Nous devions, c'était pour nous un devoir d'être auprès de l'entreprise de manière à sauver les emplois. Ce n'est absolument pas un chèque en blanc. Je crois que si nous n'avions pas fait ce geste définitif de cautionner ce montant de 300 000 €, nous étions coupables. Je rappellerai quand même que les faïenceries rapportent bon an, mal an 3,5 millions de francs ou 550 000 €. Eh bien, si on n'avait pas été capable d'apporter une caution à cette entreprise, je pense que nous aurions été criminels. Et je ne considère absolument pas que c'était signer un chèque en blanc à l'entreprise. J'ai confiance. Pour la ville de Sarreguemines et pour les villages alentours, cette reprise est une véritable bouffée d'oxygène. Existant depuis 1790, les faïenceries font partie du patrimoine local. On met trop souvent l'accent sur les entreprises qui périclitent. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de mettre en avant une entreprise qui est en bonne voie de reprise d'une activité. Eh bien sûr que je ne peux être qu'heureux. Disons, je suis un peu soulagé pour tout le monde, surtout pour tout le personnel qui est là, et pour l'ensemble de la ville de Sarreguemines, je veux dire, je suis un peu ému, très ému même, parce que c'est un patrimoine pour la ville aussi, hein, et surtout pour les emplois qui sont sauvés, c'est surtout ça. 118 salariés et un patrimoine local sauvé, pour l'instant. La production reprendra au 2 janvier. La nouvelle direction et les employés sont très motivés pour arriver à leur objectif, la viabilité de l'entreprise. Une première à Sarreguemines. Le public est venu nombreux visiter l'usine céramique. Il découvre à travers une visite guidée les ateliers de production de carrelage qui, à l'époque de la vaisselle, a fait la renommée de Sarreguemines. Raymond Netzer, responsable de maintenance du site, devient guide le temps d'un week-end. Le public commence son parcours par l'aire de stockage des matières premières. Ce lieu peut stocker jusqu'à 6000 tonnes d'argile et de feldspath. Et actuellement, les céramiques utilisent 3000 tonnes par mois de matières premières. Ensuite, les visiteurs partent dans les antres des anciennes faïenceries. Ils découvrent alors la chaîne de fabrication des carrelages en commençant par les ateliers de préparation, de presse et de maillage.
Les curieux posent de nombreuses questions. Certains ne pensaient pas que l'usine sarregueminoise était toujours en activité et encore moins qu'elle produisait du carrelage. Et la fin de la visite avec le four marque beaucoup le public. Je pense que ce qui a plus impressionné, c'est le four, les chariots modernes AGV qui ont vraiment surpris les gens. Ils sont vachement impressionnés par la technologie, quoi. Du stockage des matières premières à la cuisson, en passant par les ateliers de barbotine, de triage et d'emballage, le voile est levé sur les faïenceries sarregueminoises. Dans le public, des étudiants, des retraités, des enfants ou tout simplement des curieux. Et des anciens des faïenceries sont également présents. C'est une vieille usine déjà, j'avais eu l'occasion de visiter, je ne me rappelle plus, il y a moins 30 ans. Et comme entre-temps on ne fabrique plus de vaisselle, je me suis dit je vais aller jeter un coup d'œil, comme maintenant ils font avec toutes les automatisations qui ont eu lieu entre-temps. Je ne pensais pas que c'était aussi automatisé. Je pensais qu'il y aurait besoin de plus de personnel encore. Je suis venu visiter l'usine de céramique parce que j'ai y travaillé de 75 à 80 et je me suis dit 26 ans après, revoir un peu là où j'ai travaillé à mes débuts. Et bon, c'est vrai que je suis tout à fait étonné parce qu'avec la modernisation qu'il y a eu et tout, je voulais revoir, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je suis venu voir. Je pense comme bien d'autres gens aussi, des anciens collègues que j'ai rencontrés et tout. C'est vrai que ça a vraiment changé en 26 ans. Ouais. Les visites se sont enchaînées durant 2 jours, mais pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se rendre aux céramiques de Sarreguemines. D'autres portes ouvertes sont organisées ce week-end, les 21 et 22 octobre, de 14h à 17h. Pour la première fois, une approche technique est proposée au public avec un objectif bien précis. De faire rendre compte aux gens que la fabrication de la céramique existe toujours, mais bon, et que ce n'est pas facile actuellement, mais bon, qu'on existe toujours. Le glas vient de sonner pour les céramiques de Sarreguemines. Durant plus de 2 siècles, Sarreguemines était connue dans le monde entier pour sa faïence, une industrie florissante qui a employé jusqu'à 3000 personnes. Au cours de son histoire, la faïencerie a plusieurs fois changé de main et plus récemment changé de politique. Depuis 1979, la fabrication de vaisselle a été définitivement arrêtée pour se concentrer uniquement sur le carrelage. Ballottées depuis 2001 entre dépôt de bilan, plans sociaux, rachats et sursaut d'espoir, les céramiques de Sarreguemines ont été reprises fin 2002 par 19 salariés et cadres devenus actionnaires. Mais la concurrence, en particulier de la Chine et des pays d'Europe de l'Est, est devenue insoutenable, sans compter les récentes augmentations du prix de l'énergie. En 6 ans, les céramiques de Sarreguemines sont passées de 5 lignes de production et 3 fours à un four unique et strictement 2 lignes de production, avec un effectif réduit à 70 salariés, dont seulement 57 en production. Mais malgré le placement en redressement judiciaire depuis 2005, le directeur de l'entreprise continuait d'afficher son optimisme. On présentera notre compte qu'on a fait dans la société. On va demander certaines choses, je ne peux pas dire pour le moment ici, et je pense qu'on peut avoir encore de l'avenir. Espoir vain. Les anciennes faïenceries, implantées à Sarreguemines depuis 1790, font désormais partie du passé. Une décision prise par la chambre commerciale du tribunal de Sarreguemines, qui a prononcé la liquidation judiciaire des céramiques. Une triste fin, mais un sort prévisible pour cette entreprise, en sursis depuis 6 ans. Malgré tous les efforts, le bilan de l'année 2006 affiche 960 000 € de pertes. Et le stock des invendus s'élève à 3,5 millions d'euros. Un constat accablant qui avait motivé l'arrêt de la production depuis le 8 décembre dernier, plaçant les salariés au chômage technique. Depuis le 8 décembre, on était au chômage technique. Là maintenant, ça fait quand même quelques interventions préventives. Donc on s'attendait à avoir une petite prolongation du tribunal. Ici, on entendait parler de 6 mois, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Puis on sentait quand même venir un peu la décision là. C'est vrai que ces derniers temps, on avait remarqué qu'on ne pouvait plus continuer comme ça c'est sûr. Parce qu'au niveau de la maintenance, au niveau des machines et tout ça, on était retombé trop loin, trop bas, au niveau de la trésorerie et tout. Il y a surtout toutes les énergies qui ont augmenté, les URSSAF et tout ça. C'était
aussi dur pour le patron que pour nous, quoi, hein. Tout le monde a subi. Mais bon, malgré ça, on s'est quand même serré les coudes. Ça fait maintenant 3-4 ans qu'on a essayé de faire notre possible. Mais bon, on a remarqué que ça aboutissait à plus rien, quoi. C'était trop tard, quoi. Mais c'est surtout sur le personnel qui est formé uniquement sur la céramique. Pour essayer de trouver quelque chose dans la branche céramique, ce sera pratiquement impossible parce que tous les secteurs, que ce soit à Metz ou que ce soit les autres secteurs, ils sont tous sinistrés. Hein. Ils sont au même niveau que nous. Hein. L'ultime espoir réside dans une hypothétique reprise. Selon la direction, des tractations seraient en cours avec un repreneur potentiel, basé en Italie et qui serait intéressé par le site sarregueminois. Mais il ne lui reste plus que quelques jours pour donner sa décision officielle. Pour l'instant, on attend toujours encore sur un éventuel repreneur, parce qu'on a quand même le délai jusqu'au 1er février. Et d'ici le 1er février, on aura peut-être un repreneur, c'est réellement notre dernière chance. Mais là, sinon, c'est la fermeture totale de l'entreprise. Hein. On pensait que le tribunal allait quand même nous laisser encore une petite marge pour retrouver un repreneur ou quelque chose qui est actuellement en cours. Mais bon, ce n'était pas le cas. Parce que là, ils nous ont donné 2 semaines et ça fait vraiment trop court pour trouver quelqu'un pour reprendre. Parce que je pense qu'un futur repreneur, même s'il est étranger ou non, il y a quand même pas mal de démarches à faire et de trucs à revoir, à étudier et tout. Et ça ne se fera pas en 2 semaines, ça c'est sûr. C'est une ambiance un peu bizarre, on n'a pas l'habitude de ça. C'est un peu... On se dit on perd l'emploi et on travaille quand même jusqu'au 31 de ce mois-ci. Et à chaud, ça fait un peu mal, quoi, vu qu'on s'habitue aux gens, à travailler avec les gens. Puis c'est aussi un peu le monde de la céramique qui part de Sarreguemines, la faïencerie. C'est quand même l'image de Sarreguemines qui part. La faïence à Sarreguemines, depuis le mardi 9 janvier, c'est fini. Les céramiques ont été mises en liquidation judiciaire et toute activité cessera le 1er février. Décision soudaine et difficile à accepter pour les salariés. Des réunions d'information concernant leurs conditions de licenciement et leur avenir se succèdent. Vendredi matin, à 9h, on a une réunion avec le liquidateur Maître Koch pour qu'il nous mette un peu au courant de nos indemnités à venir. Et on lui a fait part de notre désaccord en ce qui concerne nos indemnités de licenciement. Et on a donc demandé un extra. Car pour le moment, les salariés ne sont pas d'accord avec les décisions qui pourraient être prises concernant leur licenciement. La convention collective des céramiques de France est une des plus mauvaises de France. Donc avec cette convention-là et ces indemnités-là, nous ne pouvons pas être d'accord après toutes ces années qu'on a travaillé dans cette usine. Fleuron de Sarreguemines, ça a très bien été marqué dans le journal. Sarreguemines a été connu dans le monde entier à cause de cette entreprise. Et maintenant, avec cette entreprise, nous, on ne va rien toucher du tout. Avec ça, nous, on n'est pas d'accord. Un avenir hypothétique des céramiques pourrait résider dans une reprise de l'entreprise, mais pour le moment, rien ne s'est encore concrétisé. En début de semaine, il y avait pour l'instant 3 repreneurs qui étaient en lice. Pour l'instant, il y a 2 repreneurs qui sont rétractés totalement. Il y a des tractations qui sont plus ou moins en cours avec un 3e repreneur qui est pas loin d'ici, mais pour l'instant n'ont pas encore abouti. Et face à la décision de liquidation judiciaire des céramiques, les salariés s'organisent. Nous avons pris des contacts et avec le maire et avec la sous-préfecture, et nous allons prendre contact aussi avec la communauté de l'agglomération, surtout pour négocier des possibilités de reclassement du personnel et un éventuel surplus de la prime d'indemnité de licenciement, car c'est quand même le dernier personnel qui a fait le plus gros effort pour maintenir l'activité, ce qui est malheureusement pas récompensé. Samedi matin, une délégation a été reçue par le député maire de Sarreguemines. Ce dernier leur a promis son soutien et cet après-midi à 15h30, les salariés se rendent en sous-préfecture. Ce matin, la direction et les salariés rencontrent le cabinet Bouteloup, spécialisé dans les plans sociaux. La décision finale des conditions de licenciement du personnel revient au tribunal du commerce en accord avec les administrateurs et les liquidateurs judiciaires. Hier après-midi, une délégation a été reçue par le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Bilan de cette rencontre, Roland Polycarpe leur a garanti son soutien. Il va par exemple prendre un rendez-vous avec Francesco Giglio, le directeur des anciennes céramiques, et avec diverses instances comme l'ANPE et la région.
Prochain rendez-vous important pour le personnel des céramiques, le 24 janvier. Une réunion d'information sera organisée pour étudier précisément les dernières lois relatives aux modalités de licenciement.